Bonjour à tous, merci de cette invitation, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vous salue de la part du réseau italien des soins de support, des soins de soutien. C'est un plaisir d'être parmi vous, parmi une aussi éminente assemblée. Question, faut-il modifier nos méthodes de signalement des événements indésirables? Le problème, c'est que en cas de toxicité, lorsqu'il s'agit des résultats des essais contrôlés randomisés, est-ce que c'est vraiment transférable aux patients qui attendent dans notre salle d'attente? C'est la question qui se pose. On le sait, les essais cliniques nous fournissent des recommandations non seulement en termes de tolérance, mais également en termes d'activité et d'efficacité. Et les cliniciens utilisent ces résultats pour faire des recommandations, pour décrire le risque aux patients et pour également faciliter le processus décisionnel lorsqu'on est face à nos patients. Cependant, cela comporte certaines limites. Les essais contrôlés, randomisés ont certaines limites. Parfois un manque de puissance pour détecter les différences en termes de toxicité. En termes statistiques, on se concentre sur l'activité du traitement. De plus, certains médicaments sont approuvés de façon très rapide, reçoivent une AMM très rapidement, mais on n'est pas forcément au courant des effets tardifs potentiels, car ils n'ont pas été décrits. Il y a des toxicités rares qui ne sont pas forcément détectées. Et puis, dans le cadre d'un essai clinique, on a l'habitude de nous cantonner aux patients qui conviennent le mieux. Donc, est-ce que les résultats sont vraiment transférables, entre guillemets, ou tout venant dans notre salle d'attente? Là est la question. On a nos patients dans la vie réelle sont souvent âgés ou ont un score de performance inférieur. Donc, excellents articles publiés en 2013 et 2014 dans le Journal of Clinical Oncology. Et cela décrit de quelle façon les essais contrôlés randomisés permettent d'évaluer correctement les effets indésirables. Donc, je vous propose de nous pencher sur ces essais. Ces articles se fondent sur une évaluation qui respecte les recommandations consortes, les normes consolidées. Les données concernant les événements indésirables sont citées dans le titre, dans l'abstract, dans l'introduction. Les auteurs utilisent des instruments validés pour signaler ces événements indésirables, mais également il faut voir de quelle manière ces effets, ces événements indésirables sont collationnés et présentés. Est-ce que le retrait du patient de l'essai, est-ce que c'est dû aux effets ou non, aux événements indésirables ou non? Et est-ce que tous ces événements indésirables sont signalés ou uniquement certains? Enfin, ce débat entre avantages et inconvénients de l'essai, est-ce que ce débat a été équilibré? Là, les questions. Dans ces essais, on a abordé différentes choses, notamment le score moyen de qualité. Donc, score maximum, 16. Un score moyen de 10. Et la qualité est encore plus élevée lorsque le financement est industriel, dans le cas d'essais intercontinentaux, dans un cadre métastatique. Peut-être que les médecins sont plus habitués à signaler les événements indésirables, mais également la qualité est majorée lorsqu'on parle de tolérance. Alors, les articles sont intéressants parce qu'ils se concentrent sur des essais contrôlés randomisés
portant sur des patients métastasés. Donc, vous avez un score de complétude de 8 sur 14 et on constate une hétérogénéité s'agissant du seuil pour les événements indésirables. Et généralement, ce sont les toxicités les plus élevées qui sont signalées et non pas les plus faibles. On évite de signaler les grades 1. Et bien souvent, ces événements indésirables sont signalés en utilisant des termes relativement vagues en termes qualitatifs et sans terminologie spécifique. L'immunothérapie, c'est un domaine de l'oncologie qui prend de plus en plus d'ampleur. Voici une revue systématique du reporting, du signalement des effets ou plutôt des événements indésirables liés au système immunitaire dans les essais cliniques portant sur les inhibiteurs. Et on constate une certaine hétérogénéité. C'était pas forcément optimal, mais la qualité s'est améliorée au fil du temps. Un score plus élevé, avec un facteur d'impact supérieur à 15, donc des données de très haute facture. Autre facteur assez intrigant, la durée du suivi des événements indésirables n'est signalée que dans 30% des cas. Donc, c'est loin d'être optimal. Comme vous le savez, ce type de médicament présente des événements indésirables qui durent souvent plus longtemps. Il est donc très important de pouvoir collationner et de pouvoir détecter les événements indésirables, y compris après l'arrêt du traitement. Donc, qu'en est-il des thérapies ciblées? C'est également un domaine de l'oncologie en pleine croissance. On constate différents problèmes en lien avec ces traitements ciblés. D'une part, la qualité des mesures, le grade de toxicité signalé, sans oublier la durée. Moi, j'appelle ça le troisième axe. Les toxicités tardives, les effets cumulés, sans oublier l'impact. L'aide, ou plutôt l'impact, s'agissant du signalement qui est peut-être minoré. Qu'en est-il des patients plus vulnérables, plus frêles? Qu'en est-il de l'observance de la réduction des doses? Alors, la qualité de l'information. Une citation issue de cette excellente présentation de UNADIS. On ne doit plus accepter des listes déroutantes de pourcentages incomparables d'événements indésirables à des buts cliniques ou scientifiques. On doit insister pour avoir une meilleure compréhension de la façon dont ces chiffres sont collationnés, quelle est leur origine et leur signification. Donc, les chiffres concernant les méfaits du traitement. Un exemple, Vismodegib, c'est un médicament qui fonctionne bien dans le traitement du cancer aux cellules basales, métastatiques ou récidivants. Et cela a été publié dans le New England Journal of Medicine. Et donc, la raison la plus généralement, pourquoi est-ce qu'on interrompt le traitement à Vismodegib? Eh bien, c'est la progression de la maladie dans un groupe de patients souffrant de carcinome des cellules basales métastatiques, mais également la décision du patient dans ce groupe. Mais les raisons sous-tendant cette décision n'ont pas été consignées. Et ce type de phrase, ce n'est pas acceptable dans une publication aussi connue que le New England. Donc, un patient sur quatre est sorti de l'essai de son propre chef. Ce n'est pas acceptable, ce type de raison. On constate énormément d'événements indésirables. Vous avez une perte de poids, des vasospasmes, etc. Et puis, c'est typique des patients âgés. Et depuis plusieurs mois, on le sait. Donc, la raison, ce n'est pas que le patient l'a décidé, non. De plus, tous les essais ne signalent pas forcément toutes les toxicités. Uniquement les toxicités de grade 3 ou 4 sont notées et consignées de façon plus fiable. Donc, il existe des recommandations spécifiques au protocole, une réduction de dose, des alertes cliniques, etc. Donc, le fameux troisième axe. Donc,
en abscisse, l'intensité, en ordonnée, la fréquence. Mais on n'a pas l'habitude d'évaluer la durée de l'événement indésirable. Donc, comment évaluer cet impact? Eh bien, c'est important d'évaluer l'impact de la durée de cet événement indésirable sur le bien-être du patient. Ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années. Il est donc important de savoir combien de temps ça dure. J'aimerais vous donner un exemple intéressant. Quelle est la toxicité qui aggrave la qualité de vie, qui aggrave le plus la qualité de vie? Donc, une diarrhée de grade 3 induite par la polychimiothérapie qui dure 3 jours, ou alors une diarrhée de grade 1 causée par des inhibiteurs d'angiogénèse multikinase et qui dure pendant plusieurs mois. Donc, les inhibiteurs multikinase ou une immunothérapie. J'aimerais vous rappeler que lorsqu'on a une diarrhée de grade 3, ça veut dire qu'on va à la selle plus de 7 fois par jour. Tandis que pour une diarrhée de grade 1, on va à la selle moins de 4 fois par jour. Donc ça fait quand même une différence de 3 fois. 3 fois. Donc ça veut dire quoi? Sur 3 jours, sur 7 mois, faites le calcul. La question reste ouverte. Autre problème, qu'en est-il des récurrences d'événements indésirables? Si on regarde les essais qui ont été publiés, on constate que d'habitude, il n'y a que les toxicités les plus graves, de grade le plus élevé, qui sont signalées. Mais le même patient avait également souffert de diarrhée de grade 2 et de grade 1, et puis ensuite une autre grade 2. Mais tout ça, c'est complètement négligé. Les résultats de l'essai n'en parlent même pas. Donc, simple proposition, sommes-nous prêts à évaluer les toxicités de nos patients concernant l'air sous la courbe? Pour moi, c'est très important. Ce qui nous mène à une autre diapositive que je vous montrerai tout à l'heure concernant l'importance des données subjectives patients. C'est en lien. Autre problème, qu'en est-il des effets retardés? Effectivement, les effets précoces entraînent une mauvaise observance du traitement, mais les effets retardés, tardifs, ont un effet à long terme sur la qualité de vie des rescapés, des survivants, et peut compromettre, mettre en danger le gain de survie issu du traitement. Il faut bien comprendre que le nombre de survivants du cancer a triplé au cours des 30 dernières années. Donc, concernant les effets tardifs, la plupart des essais ne détectent pas ces toxicités tardives. Peut-être que le suivi est trop limité, peut-être qu'on a plus l'habitude d'évaluer les effets tardifs des traitements ciblés, ou peut-être qu'il n'existe pas de normes de signalement, et peut-être que le traitement ciblé est exploré principalement dans un cadre métastatique et il est donc difficile d'évaluer ce type d'effet tardif. La toxicité de ces traitements ciblés sont sous-signalés. En effet, la fréquence ou la gravité de ces toxicités est probablement sous-estimée. Autre exemple, en réponse à cette question, le cetuximab plus radiothérapie dans le traitement du cancer de la tête et du cou. Ça a été publié en 2006. C'est l'équipe de Bonner. Ils ont évalué la différence entre radiothérapie et radiothérapie plus cetuximab. Donc l'activité, certes, on le connaît bien, mais d'après les auteurs, il n'y a pas de différence s'agissant de la mucosite entre les deux bras, mais, et là c'est évident, uniquement avec une éruption acnéiforme. Et puis il y a d'autres articles qui ont été publiés et qui nous racontent le contraire. Comme vous pouvez le constater, sur ces résultats, la dermatite est pire avec le cetuximab, mais également la mucosite, sans oublier la perte de poids. Autre article
Lorsque le tuximab est administré en même temps, ça entraîne une multiplication par 10 du taux de dermatite transitoire grave. Donc, ces photos ont été publiées dans le New England Journal of Medicine et ça évolue l'importance de ce type d'événements indésirables lorsqu'on a la radiothérapie et le cetuximab en même temps. Donc, on est face à une population spécifique de patients assez frêles, avec des patients âgés, avec des comorbidités, avec un score de performance faible. Et lorsqu'il nous manque des informations concernant l'impact de ces traitements ciblés pour ces patients, en termes de toxicité, que faire? Point suivant. Qu'en est-il des données subjectives du patient? On le sait, les éléments de preuve scientifique établissent que les professionnels de santé sous-estiment la charge symptomatique ainsi que la gravité des symptômes par rapport aux patients et que des données subjectives patients détaillées permettent de découvrir plus d'événements indésirables que lorsque le signalement se fait de façon non structurée. Alors, ceci a été publié et cela confirme le fait. On n'est pas en train de dresser l'un contre l'autre. Non, l'un complète l'autre. Les données subjectives du patient viennent compléter l'exactitude des rapports ou des données du médecin. On peut utiliser différentes technologies afin d'améliorer la spécificité. Mais il y a également un aspect très important s'agissant des événements indésirables, ou plutôt de la reconnaissance de ces événements par le patient. En effet, vous avez 10% qui sont des symptômes. Et nous, médecins, est-ce qu'on a le droit de signaler des symptômes si le patient n'est pas d'accord? Le patient est en train de souffrir des symptômes et donc nous, on interviewe le patient au cours de la consultation, on écrit ça sur sa fiche et puis ensuite les données sont transformées en conclusions grâce aux technologies standards, etc., etc. Donc il y a tellement d'étapes différentes dans ce processus d'évaluation des événements indésirables. Et à chaque étape, la probabilité d'erreur ou d'écart augmente par rapport à ce que le patient vit. Autre exemple, le palifermine et la valeur des données subjectives du patient. Le palifermine a été évalué dans le cadre d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques, mais également dans le cadre d'un cancer de la tête et du cou. Et d'après l'évaluation des médecins, dans les deux cas, le palifermine réduit de façon significative l'intensité et la durée des mucosites de grade 3 et de grade 4 par rapport au placebo. Lorsqu'on évalue le même essai concernant les données subjectives du patient, on constate une différence s'agissant des questionnaires quotidiens ou hebdomadaires sur la mucite buccale. Le palifermine a été en mesure d'améliorer les douleurs bucco-pharyngées signalées par le patient. Mais l'avantage du palifermine, d'après le rapport du patient, pour le cancer de la tête et du cou, eh bien, il n'y avait pas de corrélation avec de meilleures données subjectives des patients. Le palifermine a reçu l'AMM dans ce cadre, mais pas dans l'autre. Les données subjectives du patient sont également une occasion de comparer l'efficacité, l'activité par rapport aux indications figurant sur l'étiquette. Donc, en conclusion, j'aimerais vous parler de cet article. C'est là un partenariat et on pourrait en faire un objectif commun à l'avenir. En effet, cet article a évalué la validité et la fiabilité de la version des données subjectives patients relatives aux critères terminologiques CTCAE.
En effet, la fréquence, la gravité ont été évaluées. On avait 78 événements indésirables symptomatiques, donc 124 points différents, et les 7 études ont chacune ciblé un type de cancer différent, dont les effets indésirables sont typiques. En conclusion, quel message faire passer? Il est important d'évaluer la toxicité lors du dépistage de façon systématique. Il faut prendre en compte le troisième axe, c'est-à-dire le temps, la dimension temporelle, et d'avoir recours à de nouveaux instruments pour évaluer les événements indésirables, au moins pour les 10% d'événements indésirables qui sont signalés directement par le patient. Et c'est peut-être là le lien entre les données subjectives du patient et la fameuse zone sous la courbe qu'on a vue tout à l'heure. Il est également important de prendre en compte les effets tardifs, sans oublier l'effet cumulé. Il faut également évaluer l'impact du médicament sur l'observance du traitement par le patient, sans oublier l'impact sur les populations plus frêles, plus vulnérables. Étape suivante. Pour commencer, il nous faut mettre en place un plan de tolérance qui soit spécifique au protocole pour chaque étude et de comparer les données subjectives du patient en parallèle aux toxicités évaluées par les médecins. En effet, les critères terminologiques CTCAE qui ont été évalués aux États-Unis manquent de validation linguistique culturelle. Et puis la population est sélective, s'agissant des agents ciblés. Et puis, du côté pratique, ça laisse à désirer. Qu'en est-il de la dimension temporelle, du coût, de l'évolution des pratiques, etc. Et c'est peut-être là une idée de projet coopératif transatlantique. Merci de votre attention.